Bien, nous allons envisager aujourd'hui les relations entre la qualité de l'air et la santé, c'est-à-dire décrire quels sont les agresseurs des voies respiratoires, dire un mot des conséquences sur la santé, et puis bien évidemment, chemin faisant, des conseils qu'on peut donner au public sur ces sujets. Alors un point général, c'est qu'en dehors des grands pics de pollution, l'air de la maison est plus pollué que l'air extérieur. Les études comme celle de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur l'ont bien prouvé en mesurant toute une palette de polluants dans le logement et puis immédiatement à l'extérieur du logement. Donc la conséquence évidemment directe de cette constatation, c'est qu'on produit par les activités de la maison, par l'équipement de la maison, des polluants. Alors ces polluants, on les voit sur ce schéma. Les polluants de la maison, d'abord, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, ils viennent de l'extérieur. Ils viennent aussi pour une part des défauts du bâtiment. On pense là essentiellement aux fuites sur la façade, aux fuites en toiture, aux dégâts des eaux. Mais ce qui nous préoccupera davantage aujourd'hui, ce sont les activités liées aux occupants de la maison qui sont encerclés en violet et qui génèrent des polluants. Donc on voit par exemple le fumeur qui est à sa fenêtre, les machines d'électroménager, le chauffage qui dégagent des polluants par combustion. Alors on va énumérer les différents polluants de la maison. Tout d'abord, ce qu'on appelle les COV, les composés organiques volatiles. Et comme vous le voyez, ils émanent essentiellement des produits d'entretien que chacun utilise chez soi. D'autant plus que le produit d'entretien est présenté sous forme de spray. On comprend que le spray passe dans l'atmosphère et reste en suspension, donc est plus facile à inhaler. On voit aussi apparaître parmi les sources de composés organiques volatiles le tabagisme. On le répète encore une fois. Et le tabagisme a une influence tellement forte sur le niveau de pollution de la maison que on ne peut pas voir finalement les autres sources de pollution dans un appartement ou une maison où il y a un fumeur, tellement le tabagisme écrase les autres sources de pollution. Et on cite deux polluants particuliers, c'est vrai que ce sont des polluants traceurs et ce sont en particulier ceux qu'on doit éventuellement mesurer dans les écoles aussi pour assurer la qualité de l'air. C'est le formaldéhyde. Alors on en parle parce que c'est un produit antibactérien, c'est un protecteur du bois dans les meubles agglomérés qui est libéré dans un meuble neuf au fil du temps, en tout cas dans les 6 premiers mois, en gros après sa fabrication. Et le formaldéhyde est un agent irritant, mais c'est aussi un agent classé cancérigène par l'Organisation mondiale de la santé. Et l'autre polluant clé, c'est le benzène. Alors le benzène est surtout connu dans les secteurs professionnels de la pétrochimie. Il a une action sur les lignées sanguines, mais on peut le retrouver aussi dans les maisons du fait de la combustion, et en particulier dans les villas qui comportent un garage attenant à la maison. Bon, c'est ce qu'on faisait autrefois, qu'on fait moi aujourd'hui, c'est-à-dire de laisser une communication entre le garage et la maison. Et on comprend bien que quand le véhicule démarre ou quand il vient se garer, il y a une très forte contamination du logement lui-même. À côté, un polluant bien classique, bien connu, mais qui fait encore des dégâts, c'est le monoxyde de carbone, CO. C'est un gaz qui est produit quand les combustions ne sont pas complètes, puisque la combustion complète arrive au dioxyde de carbone, CO2. Donc quand les chauffages, les chauffe-eau sont mal réglés, ou il peut venir aussi des cheminées quand la combustion se fait mal. Et la deuxième condition pour avoir une intoxication à l'oxyde de carbone, c'est que la pièce n'est pas bien ventilée. Parce que si on se trouve à l'extérieur, bien sûr, il n'y a pas de danger de s'intoxiquer au CO, puisque le CO est émis aussi par les véhicules. Donc il peut y avoir un petit problème à l'extérieur dans les tunnels, ou s'il y a un embouteillage dans le tunnel, on peut faire une petite intoxication par l'oxyde de carbone. Les moisissures, c'est un composant
sur lequel on s'est penché il y a relativement peu de temps, puisque la publication initiale en ce qui concerne les retentissements sur la santé date de 1987. Et pourtant, c'est un aérocontaminant qui est retrouvé très fréquemment, puisqu'on estime qu'en Europe, environ 15% des logements sont contaminés par les moisissures, plus ou moins, bien sûr. Ça va de la simple trace de moisissure sur le joint de la baignoire jusqu'au pan de mur. Et il y a un certain gradient d'ailleurs en Europe, c'est les pays où les températures sont les plus clémentes qui sont le plus à risque. Donc la région PACA, par rapport au territoire plus au nord, est plus à risque d'avoir des contaminations par les logements, parce que l'air chaud contient beaucoup plus de vapeur d'eau qu'un air froid. Et ces moisissures agissent sur la santé par plusieurs mécanismes. C'est un sujet qui n'est pas très simple. Parfois par un mécanisme allergique, parce que les moisissures se multiplient en émettant des spores qui portent des allergènes, mais également la moisissure elle-même, la paroi de la moisissure, et puis le métabolisme de la moisissure aboutit à la production de composés organiques volatiles, qui d'ailleurs sont à l'origine de l'odeur de moisie, et puis de substances toxiques dans certaines conditions qu'on appelle les mycotoxines. Et le médecin a un rôle qui n'est pas simple en face de patients qui habitent ce type de logement, à savoir est-ce qu'il y a allergie ou est-ce que c'est un autre mécanisme qui est impliqué. Les particules fines, chacun en a entendu parler à propos de la pollution atmosphérique extérieure. Et c'est vrai que c'est l'aérocontaminant dont le lien avec la santé est le plus fort. À l'intérieur de la maison, il faut dire que les études sont beaucoup plus rares, beaucoup moins nombreuses, et on a un peu de mal aujourd'hui à quantifier vraiment l'impact de ces particules. Donc, ces particules qui sont émises notamment par les activités de cuisine, évidemment par les cheminées. Et, il y a des raisons de penser d'ailleurs que la nature des particules émises dans le logement n'est pas exactement la même que les particules émises à l'extérieur. Et enfin, les allergènes, c'est ce que connaissent bien les allergologues. Les allergènes, alors ce n'est pas tant les pollens jouent un grand rôle à l'extérieur, ils peuvent éventuellement rentrer, bien sûr, par les portes et fenêtres, mais les allergènes de l'intérieur, ce sont avant tout les moisissures dont on a déjà parlé, et aussi et surtout les acarias de la poussière de maison, et aussi bien les moisissures, les acarias et même les cafards ont pour cause favorisante l'excès d'humidité. Donc on peut dire que l'excès d'humidité dans un logement, c'est en quelque sorte le polluant le plus important, même si en soi ce n'est pas un polluant, mais qui favorise le développement de ces différents aérocontaminants. La fumée de tabac, on a dit que c'était le pire des aérocontaminants, et il faut bien souligner aussi le fait que aller fumer sur le balcon en laissant la porte ouverte, ou aller fumer dans le bureau en fermant la porte, enfin ce sont des précautions qui ne satisfont que le fumeur, mais qui sont aléatoires, et puis on voit bien que le tabac passe facilement sous la porte, donc c'est une précaution qui n'est pas suffisante. Et alors c'est un polluant au moment où on fume, mais aussi les produits de combustion du tabac vont se fixer sur les parois, sur les murs. C'est d'ailleurs pour cela qu'on reconnaît au nez l'appartement ou la pièce qui a été occupée par un fumeur, et ensuite ces produits vont se dégager durant des jours et des jours. Donc ce n'est pas une pollution instantanée, c'est une pollution qui dure dans le temps et qu'il faut combattre. Et pour les personnes intéressées, vous pouvez relever le numéro de Tabac Info Service qui orientera la personne vers des techniques ou vers des professionnels du sevrage tabagique. Alors on passe maintenant au retentissement sur la santé. On voit sur ces plaques que les choses sont compliquées. Il y a plusieurs organes qui peuvent être concernés par les polluants qu'on respire. Alors il y a évidemment les bronches et le poumon, on comprend facilement puisque c'est par là que passent les polluants. Donc tout ce qui est irritant, bronchite à répétition, sinusite, rhinite aussi, mal à la gorge, tous ces symptômes peuvent être multipliés chez le fumeur. Et puis des poumons,
les aérocontaminants, certains passent dans le sang et de là dans tout l'organisme, et on comprend qu'il y a aussi des répercussions sur le cœur et les artères. Et puis alors à long terme, là c'était les conséquences à court terme, à long terme les conséquences sont beaucoup plus lourdes. C'est le risque de développer un asthme, le risque pour l'asthmatique de multiplier les crises, le risque de développer la maladie qu'on appelle BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, qu'on appelait autrefois emphysème, et puis chez la personne qui a une BPCO, aussi le risque de multiplier les exacerbations. Le tabagisme chronique joue aussi un rôle, et les polluants, dans la genèse du cancer bronchique. Bon, ça, ce sont les résultats assez classiques. Et puis, il y a de nouvelles associations qui ont été décrites comme les conséquences sur la grossesse, sur l'enfant à naître, sur la production de spermatozoïdes, sur le diabète. Donc, ça favorise aussi le diabète. Et enfin, des relations avec la maladie neurodégénérative, comme la maladie de Parkinson, l'Alzheimer, l'autisme. Alors, dans la population, on distingue la population générale, d'une part, et puis d'autre part, des populations plus vulnérables, plus sensibles. Et ça a un impact dans les directives, dans les recommandations que peuvent donner les pouvoirs publics, puisque jusqu'à un certain seuil, on donne des précautions aux personnes sensibles, et puis si le seuil est dépassé, on arrive éventuellement à donner des recommandations à l'ensemble de la population. Donc ces populations sensibles, ce sont les enfants, parce qu'ils respirent à un rythme plus accéléré, et puis ils respirent plus près du sol, et puis surtout parce que les alvéoles pulmonaires se multiplient jusqu'à 3 ans, c'est la maturation du poumon, mais on comprend bien qu'elle est plus sévèrement altérée que si l'exposition survient plus tard dans la vie. Ce sont aussi les personnes âgées, parce qu'elles ont des réserves respiratoires qui sont déjà plus limitées. Et enfin, les patients qui ont une maladie chronique sévère, soit du poumon, soit du cœur. Et les femmes enceintes, eh bien, pour la même raison que pour les enfants, c'est parce qu'à l'extrême, là, c'est là que l'organisme connaît ses premiers stades de maturation. Voilà. Alors voilà pour un tableau très rapide des différents agresseurs du poumon. Et c'est à la maison que cette exposition est la plus importante. D'abord parce qu'on passe l'essentiel de son temps, parfois la moitié de son temps à la maison. Et puis parce qu'à la maison, le contact avec les aérocontaminants est plus intime. Par exemple, dans son lit, on est en contact direct avec les acariens et leurs produits, donc plus qu'à l'extérieur. Bon, je vois qu'on pense en moyenne 9h15 dans sa chambre à coucher. Enfin, ce sont des gens favorisés. Alors, quelques points particuliers. Les poussières, ce sont des particules en suspension, et quand l'atmosphère de la pièce est calme, ces poussières ont tendance à sédimenter. On les retrouve au sol, et c'est évidemment l'intérêt de faire le ménage. De faire le ménage, alors pas tant avec un balai qui remet les particules en suspension, et on sait que chez les personnes allergiques aux acariens de la poussière de maison, ce n'est pas une bonne idée de faire le ménage avec un balai. Non, ça doit être fait, je crois qu'on va le voir sur la plaque suivante, avec une lingette humide ou avec un aspirateur pour éviter la remise en suspension des particules. Alors en ce qui concerne l'aspirateur, il y a des aspirateurs particuliers qui retiennent les très fines particules à la sortie et qui sont intéressants chez les personnes qui sont allergiques à la poussière de maison. Alors les produits d'entretien, ça c'est un point très important, et comme on le dit sur cette plaque, on doit féliciter les personnes qui fabriquent ces produits, les commerciaux, les industriels, qui ont réussi à faire passer dans le subconscient de la population que pour qu'un local paraisse propre, il faut qu'il sente bon. Et il faut essayer de corriger cet adage en disant plutôt que quand ça sent bon, c'est que ça sent le produit chimique. Il y a des produits chimiques. Alors certains industriels nous disent que les produits chimiques sont naturels, comme les huiles essentielles, mais enfin il n'empêche que c'est la même formule chimique
Et donc, il n'y a aucune raison que l'effet sur la santé soit différent avec les produits naturels. Cette diapositive donne certaines recommandations pour des produits comme le vinaigre blanc, le savon noir, le savon de Marseille et puis le bicarbonate de soude, qui sont des produits très peu émetteurs de polluants et donc on peut conseiller, comme le font les industriels qui suivent les labels environnementaux, les labels qui sont cités sur la partie basse de la figure. Alors par exemple, on peut donner quelques recettes pratiques, comme nettoyer les surfaces avec un mélange de vinaigre blanc et de bicarbonate, nettoyer les vitres avec un vinaigre blanc associé, simplement dilué avec de l'eau chaude, et désinfecter les surfaces, aussi bien la cuisine et les sanitaires, simplement avec un vinaigre blanc additionné de quelques gouttes de citron. La javel, oui, il faut en parler parce que c'est une habitude bien française et qui reste encore, la javel reste encore largement utilisée. Et pourtant, c'est un polluant utilisé tout seul et c'est surtout un polluant violent quand il est mélangé à des acides. Et à ce moment-là, il y a une libération de chlore. Et le chlore est un agresseur majeur des voies respiratoires. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, on a utilisé de l'hypérite, qui est un dérivé du chlore et qui a occasionné des brûlures absolument dramatiques des poumons, qui a généré des dizaines de milliers d'insuffisants respiratoires chroniques. Donc sur la gauche de la figure, on dit que si vraiment on veut utiliser l'eau de javel, il faut le faire avec des précautions, c'est-à-dire ne jamais l'utiliser pure. En général, on la dilue au 5e ou au 10e avec de l'eau froide, respecter les doses. Alors ne pas changer de bouteille, c'est évidemment pour éviter de mettre l'eau de javel dans une bouteille qui aurait un autre intitulé et que la personne non informée pourrait boire avec des lésions caustiques de l'ésophage très graves. Alors il y a pour le consommateur heureusement des logos qui sont affichés sur les produits d'entretien. On en voit quelques-uns, des logos de produits explosifs, de produits corrosifs. Et le consommateur est donc invité à observer attentivement ces logos et de préférence à choisir un produit qui n'en comporte aucun. Alors des idées reçues et des conseils un peu généraux en ce qui concerne pour maintenir chez soi une bonne qualité de l'air. Aérer, c'est vrai qu'on dit aérer et encore aérer parce que la qualité de l'air extérieur est, sauf cas vraiment très particulier, meilleure que la qualité de l'air intérieur. Et dans le logement, la simple présence humaine génère de la vapeur d'eau et puis les activités de cuisine, de bain, de douche, de séchage du linge à l'extérieur aussi produisent de grandes quantités de vapeur d'eau et comme je l'ai dit un peu plus haut, la vapeur d'eau est indirectement finalement le principal des contaminants de l'air intérieur. Éviter le surdosage, ça fait référence aux produits d'entretien qui sont souvent vendus sous forme concentrée. Et il faut se méfier, donc il ne faut pas les utiliser tels quels et les diluer. Stocker ces produits d'entretien dans un local ventilé, mais encore une fois, pour disperser les polluants. On a dit ne pas faire de mélange de javel avec des produits acides. Et puis éviter, autant que ce soit possible, la présence des enfants, qui, on l'a dit, sont les populations les plus sensibles quand on se livre à ces activités de ménage. Alors on a ensuite trois étiquettes qui attirent l'attention sur des idées reçues. Les produits écologiques sont moins performants que les produits classiques. Bon, effectivement, c'est même plutôt le contraire, puisque ces produits écologiques sont ceux qui libèrent le moins de composés organiques volatiles et de polluants d'une façon générale. Il faut un produit de chaque type différent pour chaque type d'activité de nettoyage. Non, on a montré justement dans une plaque que le fait d'utiliser du vinaigre blanc en association avec d'autres
composé, peu onéreux d'ailleurs, permet d'accomplir la plus grande partie des tâches d'entretien du logement. Et enfin, la javel ne nettoie pas, elle désinfecte. Oui, c'est vrai qu'elle désinfecte, c'est un virucide, bactéricide, mais comme on l'a dit, elle doit être utilisée vraiment avec parcimonie du fait de son caractère polluant. Alors, parmi les sources de production de vapeur d'eau dans le logement, on a déjà parlé du linge qui sèche. Alors c'est un sujet un peu difficile parce que bien sûr il faut de préférence se faire sécher à l'extérieur, mais il y a quand même un petit bémol, c'est qu'à l'extérieur, en hiver et au printemps, ici, il y a beaucoup de pollen. Et chez les personnes allergiques au pollen, ça peut être une difficulté quand le linge rentre à l'extérieur, on ramène des milliers de pollen, donc peut-être qu'il faudrait l'aspirer ou le secouer avant de le faire entrer dans la maison. Cuisiner dégage aussi des polluants, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut installer une haute aspirante à bonne hauteur et en prenant soin de changer les filtres chaque année. Et les gazinières, par la combustion, là aussi il faut veiller à la bonne combustion, avoir une flamme bleue et pas une flamme orange ou une flamme jaune qui sont les témoins d'une mauvaise combustion. Et les braséros, alors les braséros ça doit rester vraiment des chauffages, enfin des systèmes utilisés à l'extérieur, en appoint, mais on voit malheureusement que dans une certaine frange de la population paupérisée, ces braséros sont utilisés pour faire la cuisine, parfois dans le logement, et également pour se chauffer. Et alors ça a vraiment de gros inconvénients du fait que la combustion n'est pas bonne, puis en même temps, les personnes qui l'utilisent pour se chauffer vont prendre bien soin de fermer les fenêtres de façon hermétique. Et on voit bien qu'on est dans une situation où la concentration des polluants, notamment l'oxyde de carbone dont on a parlé, peut devenir très élevée. Tous ces appareils doivent être bien entretenus, et c'est vrai évidemment de toute l'installation de la maison, notamment de la ventilation. Une ventilation mécanique contrôlée, c'est ce qu'on fait de mieux, mais on voit que dans la pratique, une fois sur deux, elle n'est pas en état de marche. Et on insiste sur cette plaque, sur le soin particulier qu'on doit apporter aux appareils de chauffage, aux appareils de chauffage de cuisine et aussi aux chauffe-eau, parce que ça reste quand même aujourd'hui la principale source d'intoxication à l'oxyde de carbone, et c'est une intoxication très sournoise parce que l'oxyde de carbone ne se voit pas, ne sent rien et conduit à progressivement une torpeur et puis au coma, donc ça laisse les gens un peu sans réaction, il n'y a pas vraiment de signe d'alerte d'intoxication à l'oxyde de carbone. Faire ramoner chaque année les conduites d'évacuation, et d'ailleurs si on a un incendie, on sera amené à produire auprès des assurances un certificat disant qu'on a bien fait faire son entretien. Alors on revient là sur la ventilation. La ventilation, ça peut être simplement une aération par ouvrir les fenêtres, mais de plus en plus, ça doit être une ventilation mécanique contrôlée. C'est ce qui est obligatoire dans les appartements depuis une trentaine d'années. Et on voit bien que c'est ce qui pêche dans les locaux scolaires pendant l'hiver. La plupart des salles de classe ont un air confiné. Alors on peut ouvrir bien sûr la fenêtre pendant la récréation, mais on voit bien que dès que la leçon reprend, les fenêtres sont fermées et les polluants s'élèvent immédiatement. Donc ce qu'il faut, c'est un système qui prenne l'air dans les salles propres, dans les salles de séjour, dans les chambres, et puis qui fasse tout un circuit pour l'évacuer par les cuisines et les toilettes, donc les locaux qui sont déjà contaminés. Et pour la ventilation, c'est la même chose que pour les appareils de chauffage. La bonne installation et surtout le bon entretien sont des étapes tout à fait indispensables, sans parler du fait que, bien sûr, il ne faut pas arrêter sa ventilation mécanique contrôlée. On voit que c'est ce que font souvent les occupants, du fait que ça consomme de l'électricité, et puis la nuit, ça peut faire du bruit. Et en parallèle, il faut veiller à ne pas obturer les bouches d'aération, même si ça paraît un peu désagréable quand on a un petit courant d'air.
Alors, on l'a dit, le tabagisme, c'est le polluant numéro 1 de la maison. Donc, le premier conseil, ça sera de ne pas fumer, en tout cas de ne pas fumer à l'intérieur. Ensuite, de choisir, bon, si on est au stade, bien sûr, des travaux, de la construction, de la rénovation d'un logement, des matériaux de construction, de décoration et des meubles qui sont le moins émetteurs possible de polluants, de composés organiques volatiles. Et on est aidé aujourd'hui, en ce qui concerne les matériaux de construction et de décoration, par le label A+, A, B, C. Bien sûr, il faut choisir des produits peu émetteurs, A+, par rapport à des produits B ou C. Et dans quelques mois, devrait sortir le même label pour les meubles, avec donc c'est les industriels qui mesurent l'émission des meubles neufs de produits chimiques et qui vont être amenés à mettre sur le marché ces mêmes étiquettes. Entretenir les systèmes de chauffage à combustion, on l'a déjà dit, et puis éviter, minimiser l'utilisation des produits d'entretien et aussi des produits d'ambiance. On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais les bougies parfumées, l'encens, le papier d'Arménie qui est quand même moins émetteur. Et de la même façon, si on a à les utiliser, il faut que ce soit fait de manière ponctuelle et en ventilant les locaux. Et de la même façon, l'Agence nationale de sécurité sanitaire est en train de mettre en place des contrôles sur les bougies parfumées pour ne pas autoriser la commercialisation de celles qui émettent. Alors elles émettent des particules, elles émettent beaucoup de benzène aussi, donc des produits cancérigènes. Entretenir le système de ventilation, oui, parce qu'on a beau avoir le plus beau système de ventilation mécanique contrôlée, s'il est mal posé, mal entretenu, mal utilisé, ça ne sert à rien. Et au final, aérer. Alors on dit souvent aérer 10 minutes le matin, ce n'est pas quand même d'une logique parfaite, parce que finalement, c'est plutôt le soir que se génèrent les polluants de la maison, donc c'est plutôt 10 minutes à la fois le matin et le soir. Alors un point particulier sur les logements très contaminés par les moisissures, parce qu'il y a un degré de contamination où on ne peut pas utiliser, on ne peut pas laver la surface moisie parce qu'il y en a trop, et puis on s'expose en la lavant aux produits chimiques émanant de la moisissure. Donc dans ces cas-là, il faut faire un signalement du logement, si on est dans une grande ville, auprès du service communal d'hygiène et de santé, et ailleurs à l'agence régionale de la santé, donc qui envoie un inspecteur ou un technicien voir ce qui se passe dans le logement et éventuellement voir quels travaux incombent aux propriétaires pour aboutir à un logement de bonne qualité. Et pour terminer, je crois que c'est la dernière, là on a parlé du service communal d'hygiène et de santé et de l'ARS qui interviennent à la demande des occupants quand l'environnement du logement est dégradé. Puis il y a une autre porte d'entrée dans la maison, c'est la santé précisément. Quand le médecin est en face d'une famille, il s'agit surtout en pratique des asthmatiques, et qu'il considère qu'une partie de la pathologie, une partie des symptômes est liée au fait que la famille a un logement de mauvaise qualité, des conseillers particuliers, qu'on appelle conseils habitat santé, ou des conseillers médicaux en environnement intérieur, peuvent aller se rendre au logement et faire le tour de la maison, mesurer la température, l'hygrométrie de l'air, des surfaces murales, et effectuer éventuellement des prélèvements pour doser les allergènes acariens, et identifier les moisissures ou doser certains produits chimiques. Mais là encore, ces visites n'ont d'intérêt que si elles sont ensuite, si le relais est pris ensuite par des professionnels de la santé, parce qu'on s'aperçoit que près de 2 fois sur 3, ces logements fortement contaminés par les moisissures sont des logements dans lesquels le bâtiment lui-même est altéré. Et on aura beau donner des conseils simples à la famille, ça ne va pas résoudre la question, donc il faudra faire intervenir toute une chaîne de professionnels allant du professionnel du bâtiment, et puis ensuite faire des devis pour réparer les
les points défaillants et permettre à la famille aussi d'obtenir, ou aux propriétaires d'obtenir des aides financières de manière à pouvoir financer ces travaux.